Vous écoutez La Nuit Américaine. Bonjour les amis et bienvenue dans cet épisode 17 de La Nuit Américaine. Alors j'imagine, vu le contexte sanitaire actuel, que ça fait longtemps que vous n'êtes pas partis en voyage. Et ben aujourd'hui, toute l'équipe de La Nuit Américaine vous emmène en Corée du Sud. Et en plus, on vous fait voyager dans le temps car on va atterrir dans les années 30. Et pour ce faire, on va vous parler du film Mademoiselle, sorti en 2016. Ce film, décrit comme un thriller psychologico-érotique, est une adaptation du roman Du bout des doigts de Sarah Waters, sorti en 2002. Et pour vous parler de ce film, vos guides lors de ce voyage seront Julien, salut, Sébastien, hello, et Mathieu qui sera avec nous par téléphone. Restriction de déplacement oblige. Bonjour les garçons. Salut mec. Ça va Mathieu? Salut. Tu nous entends? Oui, très bien. Très bien. Très bien. Allô Houston. Allô Houston. Écoute, Mathieu, quelle est la question qui va nous animer aujourd'hui? Alors la question c'est comment conjuguer... Vas-y Mathieu. Tu peux y aller là? Non, bien sûr, on t'écoute. Comment conjuguer le thriller domestique sous influence sadienne avec la réalité historique d'un peuple asservi? Alors je vais juste expliquer, je vais pas expliquer la question, mais en fait y apporter quelques éléments très rapides. Quand on parle d'influence sadienne, c'est évidemment, donc on parle de Sade, on parle de son influence par rapport au libertinage qu'il assumait dans le film et aussi de sa fonction masochiste. Oui. Parce que en psychanalyse, on sait très bien que le masochisme est associé au sadisme et que c'est une pulsion de mort qui est propre au plaisir masculin. Et ce plaisir masculin, alors je donne déjà un petit peu mon propos, mais le plaisir masculin va être affranchi en fait et va être exposé par une espèce de sororité qu'on verra par la suite et une relation amoureuse entre deux femmes. Voilà. C'est juste pour contextualiser un petit peu la question. Donc la question c'était comment conjuguer le thriller domestique sous l'influence sadienne avec la réalité historique d'un peuple asservi. Un peuple asservi parce que c'est la Corée du Sud qui est sous occupation japonaise, c'est ça? Voilà, c'est ça. On verra qui au final, on le développera plus tard, mais qui est plus une métaphore en fait. L'asservissement en fait est plutôt un asservissement patriarcal, on va dire. D'accord. Mais les thèmes se rejoignent en fait. Le thème de l'histoire et ce qu'on peut retrouver dans ce qui s'est passé entre le Japon et la Corée, la domination, il y a pas mal de choses qui se retrouvent. On aura l'occasion de développer tout ça tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que je sais que Julien et moi, on aime beaucoup le film, et moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que qu'il y a quelqu'un à cette table qui va contrecarrer en fait les laudateurs et turiféraires que nous sommes. Qui ça? Et cette personne-là, c'est Seb. Donc, oui. Vas-y Seb, lâche-toi. Alors je suis navré pour nos auditeurs et vous trois, mais moi, au bout de 35 minutes, j'ai arrêté de regarder ce film. Voilà. J'étais pas préparé, je pense. Je me suis pas mis dans l'histoire, j'ai pas compris où est-ce qu'on voulait en venir. Alors je me suis dit bon, j'arrête. Je comprenais pas, ça n'avait ni queue ni tête pour moi. J'ai compris qu'on avait un escroc qui se faisait passer pour le comte Fujiwara, qui projette de séduire une héritière japonaise nommée Mademoiselle Hideko, et puis de l'épouser pour l'enfermer dans un asile, ça j'ai compris. Puis après, je sais pas. Pour s'emparer de sa fortune. Oui, voilà. Et puis je regarde la première scène, ce que je pense être la première partie du film, c'est-à-dire quand la servante arrive au domaine, et puis je me dis mais c'est long, je comprends pas où est-ce qu'on veut en venir, c'est la nuit, elle arrive, elle dort, et puis l'autre se réveille tout de suite, et puis je comprends pas les dialogues et tout. Voilà, j'ai arrêté là, je me suis dit stop, je suis pas fait pour ça, je suis un spectateur trop lambda où j'ai pas le recul nécessaire ou l'expérience nécessaire des films coréens avant, peut-être que c'est trop élitiste pour moi. J'ai arrêté, tout simplement. Je me suis dit bon, on va faire une émission où il y a quelqu'un qui a pas regardé un film en entier, puis on verra bien. Mais voilà mon ressenti, c'est que moi les premiers tableaux du film, j'ai pas compris où est-ce qu'on voulait en venir, où il y avait pas de je sais pas, entre guillemets d'action qui m'a dit ah là on va arriver à un truc intéressant. Je me suis arrêté à la scène du bain, du brossage de dents. Voilà, du brossage de dents de la servante
Et je me suis dit bon là c'est trop pour moi, là j'arrête, là je comprends pas pourquoi on en est là maintenant alors qu'elle est censée normalement lui voler son argent, enfin comment dire, lui retourner le cerveau entre guillemets. Donc elle est censée en fait la servante. Oui. Qui s'appelle c'est Suki, enfin c'est Tamako. Suki. Ouais, Suki c'est son vrai nom et Tamako c'est son nom en fait. Japonais qu'on lui a donné, c'est ça? Ça c'est le nom qu'elle va prendre parce que c'est un personnage. On sait pas elle. Suki si tu veux c'est la jeune qui a été recueillie qui est tout simplement un petit gangster quoi. Hein. Oui, ça j'ai compris que c'était une voleuse professionnelle, mais qui j'ai est pas envoyée compris, dans la maison par celui qui se fait passer pour le comte pour pousser Mademoiselle Hideko dans les bras du comte. Voilà, okay. c'est exactement pour ça. Qu'il donc, lui vole, elle, en fait, si tu veux, c'est son pion qui met en place au plus près de Hideko. Et elle est censée, parce qu'elle va lui dire tous les jours, tu vois, et comme tu lui dis, elle va lui faire un petit lavage de cerveau un petit peu pour la pousser vers lui, pour qu'il puisse l'épouser avant l'oncle. Et justement lui piquer sa fortune ensuite en l'enfermant et puis et elle est censée en tirer aussi. Au début, il lui dit si on y arrive, toi tu auras le droit de garder tous les habits, les bijoux. Voilà. Et elle demande encore un peu d'argent quoi. Mais pour en revenir après, on en reviendra à l'histoire et au film, mais juste si t'as vu 35 minutes du film, ton cachet, ce sera au prorata de ce que t'as regardé. T'es pas d'accord, Mathieu? La moitié du bretzel, déjà. Mais je fais monter l'épisode jusqu'à 35 minutes. Et puis oui, voilà. dire quelque chose. Oui. Mike, à ce tarif-là, tu serais rarement payé. Ouh. J'ai vu quasiment tous les films qu'on a traités. Mais je savais, et tu sais quoi, ça me fait penser, là, ce que je viens de dire, c'est l'arroseur arrosé, du coup, mais j'ai l'impression que c'est quand même la thématique du film. Moi, mon ressenti, c'est quand même l'arroseur arrosé qui est finalement arrosé lui-même. C'est en fait, c'est-à-dire à chaque celui qui. Comme il retombe sur ses pattes, bien joué. T'as vu ça? T'as vu ça? Hop là. C'est en fait l'essence de truc. Toi, Seb, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, t'en as eu marre à ce moment-là. Je pense que j'étais pas préparé. Il y a 3 parties dans le film. Voilà. Et ben ça, j'ai pas compris. C'est ça, en fait, c'est que t'es pas arrivé. Je suis pas allé au twist assez loin. Qui te dit ok, bon, on va aller un peu plus loin, on va voir. Il y a dans la première partie de ce que j'ai vu, il y a la fameuse scène où Suki arrive dans la bibliothèque. Alors, Suki, c'est la servante. Oui, c'est ça. Elle arrive dans la bibliothèque, il y a un serpent là devant là. C'est une statue. Oui, mais moi j'ai pas compris. Désolé. Je vois le serpent là, il faut pas qu'elle rentre. Le gars prend un cacheton, il a la langue toute noire. Après, il se retrouve. C'est comme un chocho. Elles se retrouvent toutes les deux nues dans une salle de bain en train de se brosser les dents avec les doigts. Je me suis dit bon, stop. Voilà, moi c'est mon truc premier degré, Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Non mais c'est vrai parce que en fait le truc et je me suis dit bon là ça va trop, c'est trop high pour moi, j'arrête. Tu veux peut-être lui expliquer quelque chose, Mathieu? Je te laisse la parole. Mathieu, explique-lui la vie. Et oh. Non, je vais pas expliquer. Non mais d'une certaine manière, je suis un peu d'accord en fait avec Seb. Moi qui aime beaucoup le film, je peux comprendre que surtout si on, alors il n'y a pas des codes à avoir, parce que justement je pense que à l'origine, donc on l'a dit, c'est une transposition d'un roman de Sarah Waters qui passe de l'époque victorienne à la Corée des années 1930. Il y a sans volonté d'acculturation, mais vraiment il lui prend ce roman-là parce que les thèmes sont un peu universels. Mais par contre, je peux comprendre que ce soit par l'image, parce que ce qui nous est présenté, même le brossage de dents dont tu parlais, ça peut un peu dérouter parce que tu ne comprends pas ce qu'elles font. Alors c'est vrai que là, par contre, il y a certains codes à avoir. Quand tu vois ça, moi, avant de voir la relation intime qui est en train de se lier entre ces deux jeunes femmes à ce moment-là, et que c'est la première séquence où la servante, en fait, elle oublie son rôle, son rôle qui est là de faire justement, comme tu disais, oui, puis de faire vriller le cerveau de la demoiselle. C'est là, elle se prend d'affection pour elle, et il y a même une relation très très intime et sensuelle. Et visuellement, on est, alors, je sais pas pour faire le malin, mais si vous avez vu certaines peintures de Vermeer, et ben l'utilisation de la lumière dans cette scène de bain, c'est ça peut rappeler des tableaux comme La jeune fille la perle, l'astronome, ce genre de choses. Et c'est très beau, mais effectivement. Si Vermeer t'en as rien à foutre et que tu perçois pas, tu comprends même pas pourquoi elle lui masse les molaires alors qu'elle est censée en fait
un petit peu la manipuler. Je dis mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, c'est complètement con. Mais je comprends en fait la vie, et c'est pour ça que ça m'intéressait en fait quand Seb a dit qu'il a pas pu voir le film jusqu'au bout, parce que ça demande en fait une certaine participation aussi du spectateur. Surtout si tu sais pas ce qui va suivre en fait. Parce que tu regardes l'acte 1, effectivement, il y a cette histoire un petit peu voluptueuse entre les deux femmes, ici l'amour naissant, il y a des choses qui se passent, effectivement elle a son rôle, elle est censée la duper, mais après son rôle c'est quand même d'être sa servante. À cette époque-là, t'es dévoué hein. Mais c'est vrai qu'elle y met une délicatesse et une tendresse, mais il faut aussi savoir qu'elle est censée pouvoir la convaincre de se rapprocher du comte, mais du coup elle est obligée d'être douce avec elle dès le départ, tu vois. Mais elle est aussi, si tu regardes tout au début du film, on reverra aussi la famille dans laquelle elle grandit. Donc déjà elle c'est une fille qui a perdu sa maman très très jeune. Elle est recueillie par une recelleuse. Elle vit avec d'autres petits malfrats de la famille, mais ils gardent des enfants. Parce que pour eux, en fait, je crois que c'est une monnaie, ou je sais pas, à un moment donné, ils les vendent ou ils les échangent. Ils font un truc avec les gamins à un moment donné. Ouais. Et elle a une petite phrase quand elle parle de l'autre fille qui vit dans la maison. Oui. Elle a un bébé. Et qui est le sien d'ailleurs, c'est ça? Qui est le sien. Ouais. Voilà. Et elle a une grosse, elle a beaucoup de lait dans la poitrine, et elle peut donner beaucoup de lait aux enfants. Et elle décide de n'en donner qu'au sien. Voilà. Ouais. Et elle dit, si moi je pouvais, j'en donnerais aux autres. Si j'avais aussi du lait, comme ça j'avais la capacité de faire ce qu'elle fait, j'en donnerais à tous les enfants. Si Vachi avait les seins gorgés de lait comme elle, ouais, voilà, elle dit en profiterait pour. Donc déjà là, tu vois qu'elle a une empathie pour une voleuse ou pour machin que normalement tu pas censé, tu vaut mieux pas avoir quoi. Et du coup ça va la rattraper. Et en plus, dès le début, on va le voir aussi, on écoutera tout à l'heure, elle est très rapidement sous le charme en fait. Ok. Mais je suis d'accord avec toi pour dire aussi ce que Mathieu disait. Moi, je suis d'accord avec toi. En plus, à la deuxième lecture, disons, je savais ce qui allait se passer. Du coup, je l'ai vu, mais je me suis dit, c'est vrai que la première partie. Moi, pour être franc, je l'ai vu en 2 fois. C'est-à-dire qu'il dure quand même 2h40. 144 minutes, je crois. Ouais, je sais pas. Je l'ai en 2 jours. Et 1 heure et quelques à chaque fois. J'ai coupé parce qu'effectivement, moi, ça me paraissait un peu long. Et etc. Mais j'ai bien aimé, et j'ai bien aimé le fait qu'il y ait 3 parties et qui nous explique en fait comment vous voyez chacune s'enrichit en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Donc moi j'ai kiffé ce film, même si c'est effectivement pas comme c'est, moi je suis un spectateur lambda qui a pas forcément les références qu'il faut pour analyser le film, mais j'ai aimé ce film, et puis j'ai pris du plaisir, surtout en deuxième partie. Quand j'ai eu les explications. Oui, elle est plus intéressante. Elle est plus intéressante. Le plot devient un peu plus, il y a une deuxième couche, en fait, un deuxième tiroir qui est ouvert. Oui, et là, j'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, ça change toute la perspective de ce que t'as vu jusque-là, et tous les sentiments que t'avais vis-à-vis de chacun des personnages, parce que tu te fais ta petite idée sur Hideko, sur Tamako Suki, donc, sur la servante, sur la mademoiselle, et sur l'oncle, pas l'oncle encore, parce que l'oncle, lui, on l'a vu, comme tu dis, qu'une fois dans la bibliothèque. Ouais. On sait pas ce que c'est cette bibliothèque, mais c'est un lieu absolument interdit de savoir. Avec la barrière qui se baisse, elle tire un levier, la grille se baisse et tout ça. Ça te fait aussi très rapidement savoir que c'est, alors bon, déjà c'est une bibliothèque importante parce que c'est des bouquins vraiment importants, mais il y a un vrai secret derrière, tu vois, tu peux pas y accéder. Justement, parle-nous un peu de l'histoire, parce que là on parle de séquences du film, et le fil rouge un peu de l'histoire. C'est quoi l'histoire? Le fil rouge, comme vous l'avez dit, ça se situe effectivement dans la Corée de 1930, et donc il y a ce fameux comte le comte Fujiwara. D'accord. Donc c'est un escroc, le comte Fujiwara, dont on a parlé un peu plus tôt, et lui tout simplement il projette de séduire une héritière japonaise qui s'appelle donc Hideko, et il veut donc l'épouser, et le but c'est de l'enfermer dans un asile par la suite pour lui voler son héritage. D'accord. Oui. Hideko, elle vit dans la demeure de son oncle, qui lui est apparemment un amateur de littérature. Il a une bibliothèque impressionnante. Littérature érotique. Ça on le sait pas encore. Lui, on sait juste qu'il achète des bouquins très très chers, il collectionne, voilà, et lui il en fait commerce. Il fait la lecture dans sa maison à des gens riches, et il vend ses bouquins. C'est pas lui qui en fait la lecture, c'est ça on sait pas. Pour l'instant, le postulat de départ, c'est c'est-à-dire en fait le comte Fujiwara, donc l'escroc. C'est ce qu'il y a. T'as vu qu'il m'a remis sur ma base? T'as vu? Il m'a remis à ma place, hein.
non mais je comprends. Jules, tu sais, il a une règle à suivre là. C'est étape par étape. Et toi, tu grilles les étapes, Mike. Excuse-moi. C'est pas ça. Tu vois pas que tu perturbes. C'est parce que en fait, le film, c'est un thriller à tiroir. Donc, si t'ouvres déjà les tiroirs de tout en haut, c'est vrai, ça, c'est vrai. Excusez-moi. Non, c'est pour comprendre le film, c'est ça. La première partie, on comprend juste qu'il y a une bande d'escrocs. Ils veulent s'introduire dans une famille riche. D'accord. Et ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est épouser la gamine pour la faire ensuite passer pour folle, la foutre dans un asile pour avoir l'héritage et récupérer l'héritage. Voilà. Pour l'instant, c'est ce qu'on sait. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc, lui, qui est l'escroc un peu en chef, donc le comte Fujiwara, il se fait passer pour le comte Fujiwara. Il a appris à être un faussaire. Il a passé, je crois, 3 ans ou 4 ans. Il explique à un moment donné à vraiment apprendre à être un faussaire. Et donc, lui, il va être le faussaire de l'oncle qui vend ses livres rares. Donc il va faire la lecture de ces livres rares à des gens riches, il va leur proposer la vente, et à partir du moment où les gens riches vont accepter d'acheter le livre, entre en jeu le faussaire qui va en faire des faux, ils vont leur vendre le faux, et lui ça lui permet de garder les originaux. D'accord. Donc lui aussi, en fait c'est tous des escrocs dans ce truc-là, ils sont tous bizarres. Mais donc le comte Fujiwara, pour se rapprocher de l'héritière, il va mettre en place un pion qui va dans être la maison. Suki. Dans la maison, qui va être Suki, et une fois dans la maison, elle va s'appeler Tamako, qui va être la servante, elle va devenir la servante de l'héritière, et le but, c'est qu'elle la pousse dans les bras de Fujiwara. Tout simplement. Même en lui faisant l'amour. Et lui, il est obsédé par ça, c'est fou. Depuis tout à l'heure, tu parles de Non, mais elle lui fait l'amour en disant oui, mais le comte peut te faire ça. Ça, Puis il va te faire ça comme ça, il va te toucher comme ça, il va te tripoter comme ça, et il va t'embrasser comme ça. Il a les yeux qui pétillent. Ah, mais c'était, en plus, c'est très joli, c'est très, très, très beau. Voilà, écoute, voilà, donc c'est ce qui se passe. Le gars, il met son plan en place, il prépare ses personnages, en fait, et donc, Tamako, Suki, la servante, va être envoyée dans la famille, et elle va arriver dans cette fameuse maison, et elle est reçue par la première dame de maison. On a un petit extrait justement où elle est reçue. Bonsoir madame, je m'appelle Okju. La propriété compte 3 bâtiments. Le corps principal a une architecture d'inspiration anglaise et son aile est d'inspiration japonaise. Même au Japon, on ne trouve pas un tel mélange de styles. Cela reflète évidemment l'admiration de notre maître pour le Japon et l'Angleterre. Il y a aussi une dépendance que le maître a aménagée en bibliothèque. Et enfin le bâtiment des domestiques. Tu es au service de mademoiselle, tu ne dors donc pas là-bas. Tu es autorisé à manger ses restes, mais les fonds de théière vont aux filles travaillant en cuisine. Les restes de savon sont réservés à l'intendant. Quiconque est pris à voler est aussitôt renvoyé. Mais j'espère que tu n'es pas comme ça, Tamako. Oh, j'oubliais. C'est ton nouveau prénom. Tamako est l'équivalent de Okju en japonais. Moi, tu m'appelleras Sasaki. Bien, madame. Voilà. Donc, comme tu vois, donc elle arrive. Je peux intervenir ? Ouais, vas-y, Mathieu, vas-y. Ouais, en fait, là, on par souci en fait de compréhension pour les auditeurs, on est obligé de passer en VF. Il est impératif de regarder ce film en VOST parce que la langue est hyper importante. Je dis pas que je maîtrise le coréen ou le japonais, pas du tout, faut le regarder en sous-titré. Mais suivant comment elle est employée, elle détermine et elle exprime des sentiments. Et elle est importante pour le récit. Donc il est essentiel pour la compréhension du film et surtout pour la compréhension des sentiments des personnages et de ce qu'ils veulent en fait, de ce qu'ils veulent nous présenter. Il est impératif de l'écouter et de voir le film en VOST. C'est une erreur que j'ai faite. Je l'ai regardé en VF. Non, c'est pas, non, c'est pas une erreur. Si. Voilà. J'ai regardé en VF. Ah, voilà. Et je ne comprenais pas tout ça, comme ça. Eh ben, le cachet encore divisé, bravo. Non, mais c'est, de toute manière, dans tout ce que tu vas regarder, à partir du moment où tu prends pas la version originale. Mais d'habitude, je regarde en VO. Ouais. Mais là, je me suis dit, c'est coréen. J'ai regardé un petit peu quand même, c'est coréen et japonais. Alors, j'ai regardé en VF, mais j'ai mis les sous-titres en VF pour savoir à quel moment c'était en japonais et à quel moment c'était en coréen. Ils changent la couleur. Ils changent la couleur des sous-titres, voilà. Parce que je voulais clairement pas, je sais pas pourquoi d'ailleurs, m'ennuyer avec un audio coréen ou japonais. Je me suis dit, je vais jouer la facilité pour comprendre et je vais le mettre en VF. Et bon, comme vient de le dire Mathieu, c'est une erreur.
Moi, je l'ai regardé aussi en VF, mais pas par souci par fainéantise, mais par souci, parce que je l'ai eu que en VF. Ah, ok, bidon. Non, mais c'est vrai, quand je l'ai. T'es pas là, Mathieu, c'est pour ça, on fait ce qu'on veut. Uploadé sur un cloud, il était disponible qu'en VF. Ton cloud d'Amérique? Mon cloud d'Amérique. Ouais, effectivement, moi ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui pour moi aussi c'est vraiment important. Enfin, l'acting, surtout d'ailleurs, sur tout le cinéma coréen. Enfin, à partir du moment où tu aimes un peu ces trucs-là. Je n'ai jamais les mangas, les coréens, les animés, les trucs comme ça. Ouais, ça joue aussi beaucoup. C'est vrai que. Je pense que oui, je pense que je suis parti avec un préjugé aussi en regardant ce film. Je me suis dit bon, c'est une Palme d'Or à Cannes, c'est un film coréen, ça doit être un peu élitiste, un peu alambiqué. Je suis pas prêt, j'avais peut-être pas envie de m'y mettre non plus là-dedans et j'ai débranché au bout de 35 minutes. Je me suis dit bon, Mathieu, trop compliqué. Je juste un petit bémol en fait par rapport à la VO. En règle générale dans les films asiatiques, je suis pas sûr qu'on arrive à percevoir forcément l'acting avec la vie en asiatique parce que il y a un problème de culture et même de compréhension en fait phonétique de la langue. Mais par contre, elle est essentielle dans un film comme celui-ci pour la compréhension de l'intrigue et des enjeux narratifs. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut comprendre aussi que dans les rôles des personnages, il y a aussi des personnages qui sont coréens, qui se font passer pour des japonais. En l'occurrence, le comte Fujiwara, il est coréen et lui il se fait passer pour un japonais. Ouais. L'oncle, celui à qui possède la maison, à l'origine, il est coréen et il a épousé une japonaise pour en prendre la nationalité. D'ailleurs, sa première femme, dont il se sépare, c'est la dame qui reçoit Suki Tamako. Ah bon? C'est sa première femme. C'est sa première femme, cette meuf-là. Qui ne l'est plus et qui du coup maintenant s'occupe de la maison. Finalement, j'ai peut-être regardé le film après ce podcast. Mais c'est le but. Bah oui. Donc, c'est vrai qu'il y a un truc dans l'intrigue, il y a des choses dans l'intrigue qui... J'avais besoin d'explications avant de regarder ce film. Mathieu, merci. Ton avis sur le film? Oui, dis-moi. Mike, je vais être un peu chiant parce que je pense que je vais développer un peu mon idée sur 2-3 minutes. Mais juste avant ça, Mike, tu te souviens, en fait, l'acteur qui joue le comte, on l'avait vu dans le film The Chaser. Exactement. Il joue on en a parlé tout à l'heure du film The Chaser et il avait le rôle principal, non? Non? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, bah c'était le tueur, quoi. C'était le psychopathe, ouais. Ce film-là, The Chaser, ce sera mon coup de cœur. Non. Le mec, il rebondit sur tout pour choper un coup de cœur. Il a un coup de cœur aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais du coup, non, The Chaser, j'ai adoré ce film-là. Il était extraordinaire. Extraordinaire. Ah oui. Et 2 ans plus tard, il avait tourné pour le même réalisateur le film The Murderer, qui était aussi très très bien. C'est ce mec-là, donc alors je vais prononcer son nom, mais il faut m'excuser. Ah Jeong-woo, c'est une des grandes stars aussi en Corée. Hein. C'est un très très bon comédien. Mais juste pour revenir sur le film, c'est un film qui parle très clairement de manipulation, de faux semblants, mais qui sont en fait au service d'une fusion des antagonismes. Donc quand je parle d'antagonisme, on est dans la différence de classe entre la servante et la mademoiselle. On parlait tout à l'heure, c'est des langues, l'opposition langues japonaises et coréennes qui sont employées, suivant les sentiments que tu veux exprimer. Il y a même le récit qui s'articule selon 2 points de vue différents. Et c'est pour ça, comme vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a des parties bien distinctes. Je sais pas en fait si le film est véritablement féministe, hein, je suis pas assez calé pour me prononcer là-dessus, mais c'est très clairement en fait revendiqué par le cinéaste. Par contre, ce qui est évident, ce qu'on voit, c'est qu'il est marqué, mais fortement par un esprit de sororité, hein, ça c'est clair. Clairement. Après, clairement, hein, tu approuves. Bah, j'approuve. et ce qu'on voit surtout dans ce film, voilà, quand on parlait avant de Sade, en fait, c'est l'érotisme, en fait, lascif et sensuel qui va se jouer entre ces 2 femmes et comment dire ça, qui va caractériser en fait la nécessité pour elles de s'émanciper du joug patriarcal. Parce que avant on parlait de la pulsion masochiste de l'homme. C'est ça en fait. Hein. C'est que elles sont représentées comme un désir fantasmatique, tu vois, surtout la mademoiselle. Pour les hommes, et elles vont vouloir se libérer de ça, elles vont vouloir se libérer de leurs conditions de fantasme, principalement la mademoiselle, mais elle représente en fait
il faut se dire que, je fais rapidement une petite parenthèse, à l'époque, les jeunes femmes coréennes étaient souvent asservies en tant qu'esclaves sexuelles pour les Japonais. Pour les soldats japonais. Donc, il y a aussi, pour les soldats japonais. Donc, il y a ce petit parallèle qui est aussi fait, tu vois. La femme, donc la mademoiselle en l'occurrence, elle est là pour assouvir la lubricité des hommes. Et l'impérialisme japonais a représenté la domination masculine. Donc c'est vraiment une espèce de revanche contre cet impérialisme-là. Mais sans manichéisme. C'est ça que je trouvais intéressant, c'est qu'à aucun moment donné est présenté que l'aspect politique en fait de cette époque-là est présenté avec manichéisme. Tu vois, il n'y a pas la gentille Corée contre le méchant Japon. Non, et c'est juste là comme allégorie pour représenter le patriarcat, tu vois, qui a servi ces jeunes femmes-là. Et je trouvais que ça, c'était hyper intéressant. Et quand on parlait de manipulation, je sais pas si vous vous souvenez, on avait traité du film Vertigo de Alfred Hitchcock. On disait que la création était le corollaire de la manipulation. Ici, c'est le désir qui est le corollaire de la manipulation, parce que le désir qui soit financier, parce que d'abord voilà, c'est l'attrait pécunier, d'argent, voilà, et puis aussi amoureux, érotique. Et si je fais ce parallèle avec Hitchcock, c'est pas pour un non plus, parce que Park Chan-wook, donc le réalisateur, c'est le film Vertigo d'Alfred Hitchcock qui lui a donné envie de faire du cinéma. Ouais. Et en plus, la petite anecdote un petit peu rigolote et people, c'est en voyant en fait ce film-là qu'il a rencontré sa future femme. Ouais. C'est toujours intéressant d'avoir ce petit aspect un peu people. Mais bien sûr. Mais ouais, c'est vraiment un film sur la manipulation et surtout sur le désir d'émancipation, surtout dans une époque comme celle-ci et dans ce contexte-là. Ouais, c'est un filigrane très lointain de toute façon ce qui se passe. Lui, il a replacé ça en 1930 en Corée, parce que lui, c'est un sujet qui est quand même très important pour le réalisateur, hein. L'histoire de son pays. Parce que comme tous les Coréens, les Coréens du Sud, notamment, ils ont vécu quelque chose d'assez difficile. Et en fait, il a retranscrit ça parce que, comme tu disais, dans l'œuvre originale se passe donc c'est le Londres victorien, c'est fin 1800 que l'histoire se passe. Et lui, il avait besoin de certains éléments aussi. Il devait retrouver certains éléments. Il fallait qu'il retrouve comment dire, qu'on ait encore une époque où on utilisait les servantes. Il y a 2-3 éléments encore comme ça qui font qu'il a aussi choisi cette période, et il se trouve après que en filigrane on arrive aussi à avoir des petites pointes sur la domination quand même. Après, même si c'est pas le propos du film, et même c'est très loin derrière, même quand il ouvre quand même le film, je sais pas si tu l'as toi en tête, mais les premiers mots qu'on entend de ce film, ce sont les petits enfants en fait qui scandent une petite phrase en suivant les soldats japonais. Ah oui. Et il leur dit aussi japonais, rentrez chez vous, ici c'est chez nous, on veut pas de vous ici. Enfin, je sais plus exactement comment est tournée la phrase, mais il leur répète ça en leur courant derrière, quoi. Et le film ouvre avec ce truc là, quoi. C'est vraiment le tout premier truc qu'on entend. Et le fait que Vas-y Mathieu, pardon. Ça contextualise en fait l'époque donnée, mais le propos vraiment du film, à mon sens, et de ce que j'ai pu parce que j'ai écouté une interview là hier de Park Chan-wook à l'époque de la sortie du film, qui disait que sa volonté effectivement c'était de parler de l'émancipation de la femme, et aussi surtout, c'est un peu plus troublant, c'était le sujet qui est un sujet très peu développé en Corée, c'était de parler d'une relation homosexuelle. Et là, en l'occurrence, une femme avec une autre femme. Et ça peut nous paraître à nous, malgré tout, un peu anecdotique, mais c'est très important là-bas. Et en plus de ça, associer aussi un peu l'héritage culturel du cinéma hongkongais des années 60, qui se présentait en opposition à la bourgeoisie dominante. Il y a 2 films vraiment matriciels qui sont source d'inspiration aussi pour Mademoiselle et d'ailleurs pour tous les cinéastes coréens. C'est La Servante de Kim Ki-young de 1960 et Black Air de Lee Man-hee qui est sorti en 64. C'est 2 films très très importants qui ont influencé aussi bien Park Chan-wook et qui ont aussi influencé Bong Joon-ho, surtout quand tu vois Parasite qui est sorti en 2019. Juste pour vous dire, pour La Servante, c'est l'histoire d'une jeune femme qui intègre
alors en tant que boniche, tu vois, une famille bourgeoise, et elle est un petit peu, voilà, instable psychologiquement, mais elle, son rôle, ça va être de semer le chaos dans la bourgeoisie. Et quand tu vois le film Black Air, elle est plus compliquée en fait à voir. Moi, j'ai réussi par chance à le voir à l'époque. C'est plus dur de le trouver maintenant. C'est un film qui parle aussi de l'émancipation de la femme. Je veux juste vous dire rapidement, en fait, je veux juste vite le pitcher pour dire un film comme ça qui est sorti en 64, c'est une histoire d'une femme qui est mariée avec un boss de la pègre. Elle est violée par un toxico qui va la faire chanter. Et il faut savoir qu'à l'époque, donc surtout au niveau de la pègre, mais même dans la Corée des années 60, la relation adultère, en fait, à un moment, elle sera révélée, elle obligera la jeune femme à vivre avec son agresseur. Et de plus, pour témoigner de l'infamie, il faudra qu'elle soit marquée au visage par une énorme cicatrice. Ça, c'est des films qui influencent en fait Mademoiselle pour participer au travail d'émancipation, tu vois, de la femme dans sa condition aussi bien dans les années 30, 60 que même encore maintenant en Corée. Ouais. Ah, c'est vrai que ouais, c'est terrible comme vision en fait, enfin comme chose. C'est vrai qu'il en parle. C'est vrai. Il disait aussi à un moment donné que c'était qu'il sentait que c'était le moment. Enfin, il a été poussé un peu, il me semble, par sa femme aussi à adapter ce film, si d'après ce que j'ai lu. Et c'est quelque chose qui lui tenait de plus en plus à cœur, il ressentait une sorte de... On est toujours bien influencé par ça. Ouais, oui, bon, bah, il y a toujours, comme on dit, derrière les grands hommes, il y a toujours, c'est quelque chose. Il y a toujours une grande femme. Non, mais c'est donc elle y a été aussi un peu, il y a une femme aussi qui l'a un peu poussé à parler de ce truc-là, et lui-même, il disait, oui, il se sent en vieillissant, avoir sa part de féminité qui est de plus en plus présente, et du coup il avait effectivement à cœur de parler aussi de sujets comme celui-là. Et Mathieu, tu peux nous parler parce que en fait moi c'est une des premières fois où je vois un film aussi long fait annoncé en plusieurs parties, partie 1, partie 2, partie 3. Comment ça s'appelle ce principe, cette pratique-là dans le cinéma? Alors c'est très clairement influencé par dans la construction du récit par le film Rashomon de Akira Kurosawa. C'est un film qui est sorti en 1950 et en fait ce principe, en fait cette construction narrative permet de donner dans différentes parties différents points de vue. C'est un petit peu ce qu'a fait on en avait parlé lors de notre première émission Tarantino avec Pulp Fiction. D'accord. Mais Rashomon, c'est vraiment le film matriciel au cinéma, j'entends pas en littérature mais au cinéma qui a développé cette construction-là. Et beaucoup s'en sont inspirés, par Chan-wook forcément aussi. Parfait. Okay. Merci pour ces explications. Tu voulais savoir autre chose? Non, mais pour toi, comment t'as vu le film? Enfin, comment t'as ressenti le film, toi? Quel est ton ressenti sur le film? Parce que là, t'es dans l'analyse cinématographique, mais dans ton ressenti. Alors moi, fais parler un peu ton cœur. Je vais faire parler mon cœur. Quand j'ai vu pour la première fois le film au cinéma, je l'ai trouvé splendide. Visuellement, je prenais toutes ces images, toutes ces compositions de cadres, mais c'était vraiment un plaisir visuel et sensitif. Par contre, je fais une confidence, je le dis très clairement, je n'avais rien bité à l'histoire. D'accord. J'étais complètement sorti de l'histoire. Je prenais juste les images pour ce qu'elles étaient, pour des constructions et magnifiques. Je trouvais ça sublime. C'est uniquement lors du deuxième visionnage, quand je l'ai vu par la suite en Blu-ray, que je me suis intéressé à l'histoire, que je l'ai enfin comprise, et que du coup j'ai pu un petit peu analyser le film. Et la première fois, moi, à l'histoire, j'avais rien bité, j'étais même complètement sorti de l'histoire. Et c'est pour ça, en fait, je voulais poser la question à Seb, c'est pour ça que son avis m'intéressait aussi, c'est que moi, n'ayant rien compris à l'histoire la première fois, est-ce que t'as pas au moins été juste un peu, émerveillé par les plans, par la beauté formelle du film? Alors, effectivement, ça m'a ému de voir ces scènes d'ouverture, les décors, l'ambiance asiatique du film. D'ailleurs, j'en parlerai dans mon coup de cœur tout à l'heure, ce que ça m'a évoqué, donc je me le garde pour tout à l'heure. Mais oui, ça m'a beaucoup touché, par contre, ça. J'ai eu un peu le même ressenti que toi, c'est-à-dire que j'ai rien pipé à l'histoire, mais les décors et tout ça, ça m'a beaucoup plu visuellement. Bah, tu vois, je pense que tu feras comme moi. Je pense que après cette émission, je vais me concentrer et je vais regarder le film avec un nouvel œil, parce que je pense que il faut le regarder. Voilà.
En VO. En VO. Non mais moi comme je me répète, mais j'étais vraiment, je suis vraiment un spectateur lambda. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'embauche souvent dans cette émission, c'est parce que j'ai jamais vu les films avant. Et du coup, j'ai un œil un peu neuf, oui, ou je trouve plus mes mots, mais oui, un peu neuf. Et du coup, c'est mon premier ressenti, c'est la nouveauté. Donc là maintenant, avec toutes ces explications et ce qu'on a parlé, de ce qu'on a discuté, je vais regarder, mais avec un œil nouveau, du coup. Et ça va, je pense que ça va me plaire. Merci La Nuit américaine. Mais oui. Mais écoute, on avance un peu sinon dans l'histoire comme ça. Ouais. Voilà. Donc là, on a entendu la scène d'introduction. Elle arrive. Donc elle va commencer à avoir effectivement cette relation de servante avec Hideko et très rapidement, elle va avoir des petites réflexions sur la beauté incroyable d'Hideko. En voix off, tu vois, on entend ce qu'elle pense. Ce qu'elle pense vraiment. Et elle la trouve incroyablement belle. Et tout de suite, elle se dit même, mince, il aurait dû me prévenir, parce que je m'attendais pas à duper quelqu'un d'aussi beau. Donc en fait, dès le départ, elle se dit tout de suite qu'en fait, elle lui plaît, parce qu'il se passe quelque chose. On le comprend aussi à demi-mot. Et ça va devenir d'autant plus difficile de pousser l'arnaque jusqu'au bout, qui est quand même, faut savoir, enfin, ils veulent la faire interner pour lui piquer son argent, quoi. Mais malgré tout ça, elle va faire des petites réflexions de manière régulière qui lui sont forcément soufflées par l'escroc lui-même, pour que au bout d'un moment, elle tombe dans les bras de la mademoiselle tombe dans les bras de l'escroc. L'escroc, lui, il va rentrer à ce moment-là dans l'histoire parce qu'il est donc le fameux faussaire qui va d'un côté travailler pour le maître de maison, l'oncle, et puis faire des faux bouquins, faire des doubles pour les vendre. Et en même temps, il donne des cours de peinture à la mademoiselle. On va juste passer un extrait de ce que tu disais avant, où la servante commence à tomber sous le charme d'Hideko. Ouais, vas-y. En fait, juste pour introduire ce qui se passe, c'est qu'elles ont toutes les deux... elle est très gentille avec la mademoiselle, donc Hideko, elle est très gentille avec sa nouvelle servante. Et à un moment donné, elle va décider de l'habiller comme une lady. Dire on va t'habiller comme ça pour voir ce que ça fait de voir quelqu'un. Et puis au moment où elles font leur soirée, et elles sont au moment où elles vont devoir enlever leurs habits de soirée. C'est vrai. Les maîtresses sont les poupées de leurs servantes. Si je la boutonne et la déboutonne, c'est pour mon seul plaisir. Je dénoue ses lacets, je la déshabille. Et une fois nue, elle devient cette chose, douce et sucrée. Si j'étais encore pickpocket, je crois que je n'hésiterais pas à m'en emparer. Je veux dire, alors le doublage en français, il traduit assez bien le sentiment qu'elle a quand elle parle. Donc là, la voix qu'on entend, c'est Suki Tamako, la servante, qui est en train de déshabiller Hideko. Voilà. Et du coup, effectivement, on sent même dans l'attitude, dans la voix et tout. Enfin, elle est complètement sous le charme. Elle est amoureuse déjà, en tout cas physiquement, de sa maîtresse, quoi. Tout à fait. Et voilà. Donc vas-y Mathieu, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, j'étais en train de pouffer parce que quand j'entends Mike dire tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Quoi Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est bien. Non, mais je sais plus quoi dire. Mais c'est un film très intéressant, en fait. Hein. Je dis juste sur l'idée classe, sur le rapport homme-femme, et puis sur cette solidarité féminine qui veulent s'émanciper. C'est très intéressant. Il y a aussi à un moment donné, je sais pas si vous avez relevé, il y avait dans le dialogue, il y a la servante qui dit les demoiselles en voix off, hein. Parce qu'au début, oui, c'est ça, il y a la première partie, c'est la voix off aussi de la servante, et dans la deuxième partie, c'est la voix off de la demoiselle. Et dans la première partie, t'as la servante qui dit les demoiselles sont les poupées des servantes. Oui. Et je trouvais ça extrêmement juste pour signifier justement cette première partie. C'est clairement ça, c'est que la demoiselle, c'est sa poupée, c'est son pantin, elle en fait ce qu'elle en veut, enfin, du moins, c'est ce qu'elle croit, jusqu'à ce qu'on ait, le coup de théâtre qui va clôturer la première partie. Effectivement, oui, mais t'as tout à fait. En fait, c'est vrai que cette phrase résume l'acte 1. C'est-à-dire, dans cette vision-là, on a la vision donc de la servante, on a la vision de Tamako, c'est elle qui est en train de manipuler
Hideko à dessein, comme on a dit tout à l'heure, de lui piquer son argent. J'avais une question pour vous en fait, les gars, c'est que moi quand j'ai vu le film, le coup de théâtre, la première partie, très honnêtement, moi je ne l'ai pas vu venir. Autant à partir de la deuxième partie, j'ai l'impression que tout est un peu cousu de fil blanc, mais c'est cousu de fil blanc parce que justement, on est un peu plus sur le qui-vive parce qu'on sait ce qui s'est passé lors de la première partie. Mais ma question c'était, est-ce que vous avez été surpris, vous avez été pris comme moi par le coup de théâtre de la première partie? Absolument. Déjà moi j'étais alors pour expliquer ce qui se passe, c'est qu'en fait au moment les choses se passent comme ils l'entendent, effectivement à un moment donné l'oncle le propriétaire de la maison l'oncle Kuzuki qui s'appelle donc il quitte la maison et ils en profitent pour se faire la belle au Japon. Et effectivement, donc ils vont réussir à faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que le comte Fujiwara, donc l'escroc, va épouser au Japon. Ils vont faire une petite cérémonie un peu secrète. Donc il va épouser Hideko et ils vont arriver donc devant l'asile, prêts à enfermer Hideko. Et au moment où ça doit se faire, c'est là qu'arrive le twist, et en fait c'est pas Hideko qui va être enfermé à l'asile, mais c'est Suki. Oh. Ouais. Oh. Désolé, on te spoil. Ils vont faire passer Suki comme étant la mademoiselle Hideko. Mais ça c'est prévu depuis le début? Ah merde, on est en train de te spoiler là. Ouais, c'est pas grave, ça m'intéresse. Ouais. Du coup, en fait, là tu te dis mais qu'est-ce qui se passe quoi? C'est pas du tout ça. Puis même, alors là t'imagines la terreur dans les yeux de la servante qui elle pensait maintenant être riche et dans les nôtres, et avoir réussi son coup, puis nous on est là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait tu te dis en fait l'escroc le Fujiwara et la dame Hideko, ils sont de mèche depuis le début. On sait pas, mais ça on te l'explique dans la partie. Oui, ils se sont mis d'accord et désolé, j'ai pas vu le film en entier. Ils vont faire passer, ils vont donner l'identité d'Hideko à la servante pour faire croire qu'elle est enfermée. Et du coup, elle repart sur une autre identité et elle a réussi à s'échapper de sa condition. Et c'est là qu'effectivement commence l'acte numéro 2 où on va en apprendre un petit peu plus sur la dame de maison Hideko et sa vie et comment ils en sont arrivés là. D'accord. Juste une chose, je fais de nouveau un parallèle très rapide aussi avec Vertigo. C'est là où on sent aussi l'influence sur Park Chan-wook, c'est que il manipule également le spectateur, mais il y a une espèce de double manipulation, parce qu'effectivement, il y a ce coup de théâtre-là, et quand commence donc la deuxième partie, où la servante, elle, est prisonnière, du coup, dans cet hôpital psychiatrique, nous, on se dit, ah merde, elle s'est bien fait avoir. En fait, c'est nous, spectateurs, comme le conte qui nous faisons avoir, parce qu'en fait, elles sont de mèche, les deux. Ça, nous, on le sait pas à ce moment-là. Non, c'est dans la partie 3. Oh merde, j'ai encore spoilé. Oui, mais quand ça commence. C'est là où c'est très futé, c'est que il y a cette espèce de manipulation pour les personnages, mais aussi pour le spectateur. Il y a une espèce de double manipulation. C'est ça qui est très. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé à la fin du film quand une fois que t'as l'image complète. Effectivement, tu te dis, oui, les personnages jouent les uns avec les autres. Une fois c'est celui qui dupe, une fois c'est la personne qui est dupée. Et à un moment, jusqu'à ce qu'il te fait exactement la même chose à toi. En fait, il t'a aussi dupé, toi, parce que en tant que spectateur, il t'a fait voir ce qu'il pensait. Et même, ce qui est bien, c'est que quand tu regardes ensuite, donc, l'acte 2, où donc, comme je disais, on va en savoir un peu plus sur le passé d'Hideko, comment elle a grandi, dans cette maison, sous l'égide de son oncle, qui est un personnage assez très mauvais, on peut même, il est un peu méchant. Il est un peu méchant. Et du coup, en fait, c'est-à-dire que tout ce que tu as construit comme idée de chacun des personnages, parce que moi je m'étais fait une idée assez mauvaise quand même de Fujiwara qui a plein de tentatives dans l'acte 1, essaye de toucher, de s'approcher d'Hideko, et on voit bien qu'elle a pas envie, et puis on sent aussi en même temps qu'il y a un amour vrai qui est en train de se créer entre les deux filles, et elle essaye de la protéger, allant à l'encontre de leur plan. D'ailleurs, à un moment où elle se fait reprendre assez violemment par Fujiwara, qui dit à la servante qu'il a mis en place, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je t'ai dit que c'était le moment, on allait passer à l'action, j'allais en gros coucher avec elle et puis en faire d'elle ce que je veux faire. Elle est mûre, voilà, c'est son mot de code. Il dit, ouais, c'est bon, elle est mûre, donc ça voulait, c'était un signe pour qu'elle les laisse tous les deux, et elle ne le fait pas. Elle direct, comme si elle était vraiment la servante et comme si elle savait pas ce qui allait se passer, elle l'empêche
Fujiwara à ce moment-là d'arriver à ses fins parce que ça la blesse. Moi, je vais te passer un extrait et je vais te poser une question après. Ouais, vas-y. Je m'en vais pendant une longue semaine. Si tu n'es pas sage, à mon retour, je t'emmènerai au sous-sol. Donc ma question pour toi, qu'est-ce qui se passe dans ce sous-sol? Déjà déjà quand tu parles de sous-sol, généralement si c'est pas une cave à vin, ça c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Mais c'est vrai que déjà le gars est très c'est un personnage, il est très noir déjà par ses traits physiques. Hein. Je te parle même pas de l'encre qu'il a sur la langue. Hein. La première scène où on le voit, c'est la scène dont tu parlais, c'est ça. Avec le travelling. Alors Mathieu, tu pourras peut-être nous aider parce que moi ce mouvement de caméra, il m'a fait quelque chose. Je sais pas l'expliquer, mais il est vraiment, je crois que c'est une des rares fois où t'as un mouvement très brusque dans le film de caméra. Il y en a très peu, c'est très fluide, c'est vraiment, c'est amené. C'est un zoom rapide, non? Je sais pas si c'est un zoom, si c'est un travelling, c'est pas un zoom, c'est vraiment un travelling et il avance comme ça et il finit en plongée sur eux. C'est très rapide, hein, ça dure pas très très longtemps, mais c'est la première fois où la caméra, elle a vraiment un mouvement violent. Et du coup, c'est là qu'on nous présente le fameux oncle, tu vois. Donc, il est habillé complètement de noir. Il a la langue noircie par l'encre qu'il a sur sa langue. Alors, je sais même pas comment ça arrive. C'est un procédé, sans doute. Oh, il a mangé une paella à l'encre sèche, certainement. En tout cas, ça lui donne un aspect déjà terrifiant. Et effectivement, donc, au moment où il va quitter la demeure et où eux, ils vont pouvoir mettre en place leur évasion jusqu'au Japon, il s'arrête, il fait venir Hideko à la voiture et il lui dit ça. Il lui dit, attention, si t'es pas sage, je t'emmène au sous-sol. Il part une semaine. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est une menace, clairement. Donc forcément, le sous-sol, c'est un endroit dangereux. C'est là où il avait tué ça, on sait pas. Sa femme, qui est la tante d'Hideko. Voilà, ça, il l'emmène et elle découvre. Il l'emmène Hideko petite dans ce sous-sol-là pour lui montrer que ce sous-sol-là, il y a des choses qui se passent et que si elle tente de s'enfuir, c'est là où elle terminera. Grosso modo, ouais, c'est sa petite salle de torture perso. Voilà. Et puis, en gros, voilà, c'est là qu'on termine quand on fait pas ce que veut le maître. Voilà. Mathieu, c'est là où tu vas terminer si tu fais pas ce que je te dis. Je suis désolé, je vous ai pas bien entendu, mais en fait, ça me fait penser. Vas-y. Oh, pourquoi il se marre? Parce qu'on a fait une petite blague. On a fait une petite blague que t'as pas entendue, c'est bien. Ah bon je suis désolé, mais apparemment tu vas finir dans une cave. Voilà. Ouais, d'accord. Non mais je sais pas si vous, enfin tu parlais Jules, c'est de l'encre qu'il avait sur la langue. Oui. Ouais. Et je sais pas si vous vous souvenez, enfin probablement, il y a une pieuvre qui apparaît. Ah oui, dans son sous-sol, il a une pieuvre. Ouais. Voilà, et la pieuvre, ça jette de l'encre noire. Oh non, Mathieu, ne dis pas ça. Non, tu viens de me mettre les images dans la tête, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu vas dire? Dis. Mais oui, alors, je reviens en fait sur la première partie. Dans la première partie, tout à l'heure on parlait des pulsions masochistes qui sont clairement identifiées comme le plaisir masculin. Les deux jeunes femmes veulent s'émanciper de ça et elles fuient. Et à un moment donné, il y a des estampes qui représentent des relations sexuelles qui vont être détruites par la servante. Pour rejeter cette vision masculine et perverse, et une certaine perversion du sexe, dont une représentation à un moment donné d'une pieuvre qui fait l'amour avec une femme. De cette manière-là, elle se réapproprie le plaisir sexuel, parce que le plaisir sexuel, du coup, n'est plus sous domination masculine, mais féminine. Et l'oncle, lui, il représente cette perversion, puisque déjà, par la domination qu'il instruit sur ces femmes-là, et en même temps, l'encre qu'il a sur sa langue, il est lui-même une allégorie de la pieuvre qui rejette de l'encre et qui, de par ses tentacules, attrape et manipule et asservit le monde qui l'entoure. Ouais, c'est peut-être un peu grossier comme point de vue, mais je trouvais que c'était assez parlant dans le film, non? C'est pas, moi je trouve pas ça grossier du tout. Au contraire, c'est très, c'est limite, c'est poétique un petit peu. C'est l'image à laquelle ça renvoie. Oui, c'est pas mal. C'est vrai que j'aurais jamais fait cette association-là. Moi, j'y avais pensé juste à un moment donné. C'est quand Hideko se rend compte que sa tante qui s'est pendue ne ressemble pas du tout, une fois pendue à l'arbre, à quelqu'un qui se serait pendu. Parce qu'elle dit
elle fait le rapprochement entre l'état dans lequel elle la retrouve et normalement à quoi ressemble quelqu'un qui vient de se pendre. Elle dit elle était déjà morte quand on l'a accrochée à l'arbre. Donc on comprend qu'effectivement moi j'avais compris que c'était aussi, donc l'oncle, enfin pas l'oncle, si l'oncle Kozuki, donc le maître de maison qui l'avait tué dans sa fameuse dans son sous-sol, dans sa cave, et en voyant l'image de la pieuvre qui enlaçait la femme, j'avais pensé que c'était aussi un de ses fantasmes et qu'il avait livré en fait sa femme à la pieuvre. Tu vois, que c'est la pieuvre qui l'avait tué. Alors à mon sens, il y a une autre analogie à faire en fait avec le pendu, enfin la tente qui se pend, c'est que c'est en fait l'utilisation de la corde. Au début du film, on le voit aussi, tu vois, il y a des éléments qui sont utilisés, comme elle, quand la servante, elle sort une corde, une espèce de boîte ronde, où elle s'interroge sur la nécessité et même l'utilisation qu'on peut faire de cette corde-là. Très rapidement, on va se rendre compte qu'il y a une utilisation un peu masochiste, sexuelle, tiens, de l'utilisation de cette corde-là. Mais cette corde-là représente aussi, donc, comme on dit, la pulsion de mort. On en revient toujours au désir masculin de pulsion de mort. Pourquoi elle se tue? Parce qu'elle est asservie par l'homme. La pulsion de mort, c'est toujours cette relation, en fait, antinomique, mais en même temps, indissociable de Eros et Thanatos. Donc, l'amour, la mort, et on peut la rapprocher dans cette espèce de pulsion. Alors, ce qu'on appelle de manière un peu pompeuse, c'est l'épectase. L'épectase, c'est en fait quand tu décèdes pendant un orgasme. Oui. Et puis que t'as le barreau. J'ai failli connaître ça. J'ai failli connaître ça. Mais à l'origine, vous savez que l'épectase, en fait, c'est chez les chrétiens, c'est une extension, c'est une avancée ou comment dire, un progrès vers Dieu. Hein, c'est s'avancer vers Dieu. Et bon, je vais pas vous faire tout l'historique, mais il y a un fameux cardinal qui est mort en baisant une nana, alors qu'il ne devrait pas être dans ses fonctions, ne devrait pas faire ça, et puis on a estimé que c'était l'épectase pour être gentil, tu vois. Mais bref, tout ça pour dire que ce soit... Je sens la carte l'épectase, voilà, c'est ça. Que ce soit l'utilisation de la corde, que ce soit la pieuvre, tout ça, ça symbolise en fait cette relation de... cette pulsion de mort et cette association entre Eros et Thanatos et cet asservissement du rapport au sexe pour avoir les femmes, mais qui est en fait qui est manipulé et qui est asservi par l'homme. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre là-dedans. Tout à fait. Non, tout à fait. Il y a encore des choses à rajouter sur votre analyse sur ce film-là, ou on peut passer à la rubrique des coups de cœur, parce qu'on arrive bientôt. Il y a un truc, je pense que Julien va rebondir là-dessus, mais par rapport au récit, il y a une utilisation du fusil de Tchekhov qui est hyper intéressante avec les cigarettes. Ouais, c'est génial. Surtout que quand tu le vois pas arriver, tu sais pas pourquoi il fait ça, et tu peux interpréter ça de plein de manières. Vous parlez de quoi, la cigarette au mercure, là? Ouais, les deux cigarettes bleues qu'il a, ouais. Bah, en fait, elles apparaissent tout le temps. Le gars, il a tout le temps une clope au bec, et c'est inhérent au personnage. En plus, je sais pas si t'as remarqué, enfin, j'imagine que Mathieu, tu l'as remarqué, ça m'étonne que tu n'en aies pas parlé à un moment donné, mais le personnage de Fujiwara, du comte Fujiwara, il est toujours habillé en costard avec un chapeau, avec un truc comme ça. C'est aussi un peu, c'est pas un peu Hitchcockien, ça? Ah non, alors oui, je vois ce que tu veux dire. C'est Humphrey Bogart. Absolument. On est dans le film noir hollywoodien. C'est Humphrey Bogart avec tout l'attirail, le chapeau, le manteau, enfin sa tenue, la cigarette qu'il filme. Donc il représente en fait le mâle ultime, le mâle dominant qui fume ses cigarettes, et en même temps le voyou. Et là où c'est super intéressant, c'est que donc il a cette boîte à cigarettes. Alors je dis une bêtise, mais à un moment donné, je crois qu'il a toujours 2 cigarettes bleues plus quelques cigarettes blanches, on va dire. Et donc il est toujours très sûr de lui. C'est un personnage qui est très fier, très arrogant, très sûr. Quand il se fait choper, alors que les femmes ont réussi à le duper, et qui s'est évanoui, en fait, drogué, et qui s'est fait attraper, en fait, par les hommes de l'oncle, de l'oncle. Du coup, il se retrouve dans cette voiture ligotée, et il va fumer, des cigarettes qui lui restent dans sa boîte. Il va prendre 3 cigarettes et les fumer d'un coup. Ouais. Donc, quand tu vois ça, tu dis, il y a un côté un peu rigolo, c'est complètement con, l'autre il fume 3 cigarettes, et en même temps, il y a quelque chose comme du dépit.
Tu vas te dire bon bah voilà, j'étais très fier, maintenant je suis pris, je fume 3 cigarettes d'un coup. C'est des cigarettes du mec, c'est son dernier souhait avant de passer à la mort, quoi, avant d'être exécuté. Et en fait, tout était calculé puisqu'il avait conservé ces 2 fameuses cigarettes bleues qui étaient riches en mercure pour tuer en fait l'oncle qui va le torturer. Mais ouais, et puis tout ça, pour se suicider aussi, en fait, c'est sa dent au cyanure, quoi. Oui. Ah, exactement, tout à fait, t'as tout à fait raison. C'est pour lui, ça lui permet de se suicider, d'exécuter aussi l'oncle, et en fait, en faisant le choix du suicide et d'exécuter l'oncle, il reprend en fait la main sur sa vie. On avait l'impression que là, il était plus maître de son destin, et là, il est à nouveau maître. Et l'utilisation de Tchekhov à ce niveau-là, elle est hyper brillante, parce que tu la vois pas venir. Vraiment pas. Clair. Surtout, ouais, moi, ça m'a même mis en perspective le personnage, parce que tu te dis, mais il a ça en tout temps sur lui, quoi. Donc, il a ces 2 cigarettes, je te dis, c'est vraiment, le mec, il est tellement investi dans son rôle de gangster et de machin, c'est-à-dire qu'il se dit aussi que à partir du moment où le masque tombe, il est prêt tout le temps à justement se donner la mort à n'importe quel moment. S'il doit le faire, il est prêt à le faire. C'est ça. Ouais, et il m'a bien, c'était pas mal. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et là où c'est fort, c'est que le fusil de Tchekhov, et on en avait parlé dans une émission précédente, par moments il peut être très figuratif et illustratif en disant voilà, c'est très clairement une arme à feu, un fusil, un flingue, quoi que ce soit. Donc c'est identifié très clairement comme étant une menace. Ou une utilisation létale qui pourra survenir à un moment donné du film. Mais là, les cigarettes, à aucun moment donné, tu peux t'imaginer qu'elles vont servir pour donner la mort. Hein, sauf si tu sais que la fumée tue. Mais bon, à un moment donné, on va pas être aussi manichéen que ça. Mais tu peux pas t'imaginer ça. Fumée tue et pété pu. Et pété pu. Fumée tue et pété pu. Tu sais, Mike, tu me manques. Parce que tes interventions me manquent. Parce que à chaque fois, tu sais, que t'interviens, je me dis, putain, il a raison, une fois de plus, quoi. Ouais, je sais. Et c'est comme ça que je vais finir, Mais Mike, il est un peu, moi je trouve que Mike, tu sais quoi, si je devrais faire une métaphore avec ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est-à-dire le cinéma coréen. Oui. Mike, c'est le petit trait d'humour coréen, tu sais, qui sont capables de distiller à n'importe quel moment, même dans un thriller. Que tu ne comprends pas. Parce que c'est de l'autre culture. Et qui désamorce, la tension de la scène, tu vois, et il y a pas que dans le cinéma coréen, voilà. Tu me diras, t'as jamais remarqué ces trucs-là? Moi, des fois, je me disais, tu vois, ils montent en tension un truc, et puis ils finissent toujours par un petit rire, une vanne, un truc où il faut... Un petit peu à la Laurent Baffy, quoi. Ouais, je suis un peu le Laurent Baffy de ce podcast. Et puis voilà. Mathieu, je sais qu'il est d'accord. Non, mais je pense pas que les Coréens pensent à Laurent Baffy, mais Jules a tout à fait raison. Voilà. C'est que le cinéma coréen, alors, faut juste comprendre un truc, c'est que nous, le cinéma coréen tel qu'on le connaît, alors avant je parlais de films qui sont sortis dans les années 60, mais nous, en France, en Occident généralement, on a eu une déferlante du cinéma coréen au début des années 2000. Et ce cinéma-là, Jules a tout à fait raison, c'est un cinéma qui mélange différents genres. Donc tu as aussi bien du drame, de l'hyper-violence du polar, et parfois, comme ça, c'est nimbé ou parsemé de petits moments humoristiques. Et culturellement, des fois, pour nous, c'est assez compliqué parce qu'on ne le comprend pas, ça. Il y a des fois déjà un humour qui est un humour très issu du slapstick ou des films du cinéma muet, donc c'est vraiment tarte à la crème, un peu comme ça. Et nous, des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? C'est hyper déroutant, et en même temps, c'est pas propre à un cinéaste, c'est propre vraiment à tout un genre du cinéma coréen. Mais c'est vrai qu'on a eu la chance, depuis les années 2000, de voir cette déferlante de cinéma coréen, comme le cinéaste illustre comme maintenant, comme Bong Joon-ho, comme Park Chan-wook dont on a parlé, comme Kim Ji-woon qui avait sorti. Qui avait sorti Je l'ai rencontré le diable, je crois qu'on a tous vu. Et d'ailleurs, ça me fait penser, alors, Kim Ji-woon, son premier film, il s'appelle The Quiet Family, et grâce à Mad Movies, en partie grâce à Mad Movies, ressort une première sortie en France. Donc c'est une sortie DVD, mais que j'ai pu voir du coup il y a quelques jours, qui est vraiment vraiment fun. Donc c'est un film de 98 où tu retrouves les grandes stars en fait à venir du cinéma coréen, qui sont Chun Min-sik. Alors je le prononce très mal, mais c'est le gars qui jouait dans Old Boy, dans Rencontrer le diable.
Ouais, mais t'as aussi ah ouais, non, lui est assez fantastique. T'as aussi Song Kang-ho, pareil, je prononce très mal, mais qu'on a vu dernièrement dans Parasite, qu'on a vu dans Memories of Murder, dans Lady Vengeance, dans The Host. Enfin, c'est les deux immenses stars du cinéma coréen qui ont joué dans ce film-là. Et la chance qu'on a eue en fait dans les années 2000 quand est apparu le cinéma coréen, c'est que des gens comme moi qui étaient très férus de cinéma asiatique, on a vu le cinéma hongkongais qui se cassait la gueule. Donc, le cinéma hongkongais, faut dire, c'était le cinéma asiatique qui dominait en fait dans les années 80 jusqu'au début des années 90. Enfin, c'est le cinéma qui a révolutionné le cinéma tel qu'on l'entend. Hollywood s'en est vachement inspiré. Eux se sont cassés la gueule. T'as les Japonais qui commençaient un petit peu à ronronner alors qu'ils avaient fait des super films dans les années 90. Tout d'un coup, on se disait bon il y a plus de cinéma asiatique. Et là, putain, t'as tous ces films coréens qui débarquent. Ouais, les trois enragés, quoi. Pardon? C'est comme ça que les trois réalisateurs dont tu parlais, c'est un peu les trois enragés, quoi. C'est les mecs qui ont sorti toute une pléiade de films, justement avec une palette possible de sentiments. Là. Enfin, c'est vraiment ce que j'adore moi quand tu regardes ces films, c'est que tu peux passer d'un sentiment à l'autre en une fraction de seconde et il y a pas un de ces tous les films que tu citais là à l'instant, que ce soit I Saw the Devil, Bittersweet Life, Le Bon, la Brute, le Cinglé. Parasite, même les tentatives un peu américaines, Snowpiercer, tu vois, ou des trucs peut-être que les gens ont vu. Old Boy qui a été effectivement celui qui a été plus vu. Il y a plein de moments dans les films où tu te dis waouh, je sais pas, ils arrivent tout le temps à me souffler à un moment dans le film, voire à plusieurs moments dans le film, et je trouve vraiment ce cinéma aussi vraiment intéressant à regarder, quoi. Bon, les garçons, je vais devoir vous arrêter. Mathieu, je suis désolé, je vais devoir vous arrêter. On a dépassé. Non, je vais juste dire un truc. Non, je t'arrête. Vas-y. Okay. Non, vas-y. Non, mais je me souviens quand je suis allé voir au début des années 2000, j'étais allé en salle, on avait de la chance de voir Memories of Murder qui était sorti en 2003. Ouais. Juste avant était sorti, moi j'avais eu l'occasion de les voir à l'époque en DVD. On peut encore les trouver maintenant. Cette première vague de cinéma coréen qui sont sortis en France, qui sont Non de Code Chéri, Sur la trace du serpent et La sixième victime, c'est trois putains de films mais badass au possible coréens, d'une violence extrême mais génial, quoi. Visuellement c'est incroyable. Donc si vous avez l'occasion de voir ces films-là, à l'époque ils étaient très populaires. Donc quand ils sont sortis, donc on est fin des années 90 début 2000, maintenant ils sont complètement tombés en désuétude, ce qui est bien dommage. Donc je vous conseille, regardez si vous pouvez Non de Code Chéri, Sur la trace du serpent et La sixième victime. Voilà Mike, je te repasse le micro. Un vieux cognac G. C'était ton coup de cœur ça, Mathieu, du coup? Bah, ça fait un peu partie de son coup de cœur, ou il y en a peut-être un autre? Mais Ah bah non, j'ai toujours un autre coup de cœur. Non, bon, on va déjà commencer par donc le coup de cœur de Julien. Ouais, bah écoute, on va pas se marcher sur les pieds quand même. De toute façon, et puis d'ailleurs, comme nous l'a dit Mathieu, cette fois-ci, je me suis dit bon, on va rester dans le cinéma. Et comme on l'a dit à l'instant, dans le cinéma coréen, il y a tellement de belles choses et de bonnes choses à voir. Et moi, franchement, je vais conseiller mon coup de cœur. Ça va être, je crois, le premier qui m'a vraiment pris par les cheveux et où je me suis dit, wow, c'est un truc de fou. Et on en a parlé donc à l'instant, c'est I Saw the Devil. Alors, tu t'as dit le titre en français, Mathieu, je sais plus comment c'est. C'est quoi? J'ai vu le diable, du coup, ou j'ai rencontré le diable. En 2010, j'ai rencontré le diable. Écoute, franchement, c'est un film, c'est un film d'horreur, un thriller horrifique, on va dire peut-être plutôt, avec l'histoire d'un tueur en série et on va inverser les rôles. Pour une fois, c'est le tueur en série qui va devenir la proie, la proie tout à fait, et le chasseur, il est terrible. Donc j'en dis pas plus, mais ça c'est un film vous ne perdrez pas votre temps. Par contre, le regardez pas avec les enfants. Parce que c'est quand même violent, c'est assez costaud. Et voilà, regardez ce film. Celui-là, c'est un film de Kim Ji-woon. Donc I Saw the Devil, j'ai rencontré le diable. Vous allez passer une bonne soirée. Bon, moi je vais étonner Mathieu, j'ai un coup de cœur. Ouais. Juste un truc, Mike. Oui. On l'a pas vu ensemble ce film. J'ai rencontré le diable. Si, moi j'ai vu au cinéma, je l'avais pas vu avec toi. Je pense, j'ai vu beaucoup de choses avec toi. J'ai même vu le loup avec toi. Moment intime, mesdames et messieurs. Très chers auditeurs et auditrices. J'ai tout vu avec toi. Mike a vu le loup avec Mathieu. Je compte sur toi au montage pour virer ça. Ah, fais-moi confiance. Non. Il va mettre des effets.
Donc du coup aussi certainement, je sais plus, on a vu vraiment beaucoup de choses ensemble, mais peut-être, oui. Tu m'as fait découvrir le cinéma coréen, c'est vrai. Et peut-être, je ne sais plus. Kim Jong-un, juste pour la petite parenthèse, qui a fait une intrusion à Hollywood, comme beaucoup de cinéastes asiatiques, mais ça lui a pas porté chance, qui avait réalisé Le Dernier Rempart en 2013 avec Arnold Schwarzenegger, qui est pas très bon. Bon. Eh ben, dommage Arnold. Donc moi mon coup de cœur c'est une BD ou plutôt un roman graphique qui s'appelle Prends soin de toi de Grégory Mardon. Une BD, un livre que m'a offert lors de mon anniversaire Julien ici présent et son frère Loris. Donc pour vous dire, donc c'est l'itinéraire d'un amoureux blessé qui entame une reconstruction personnelle qui lui permettra de retomber peut-être un jour amoureux. Donc son histoire c'est Achille qui achète un nouvel appartement d'une vieille dame. Voilà, et donc c'est son appartement. Il achète ça après une rupture amoureuse et en faisant les travaux, il découvre une lettre qui a été certainement glissée sous la porte par le facteur ou par l'expéditeur de cette lettre, mais qui a fini sous le lino ou sous la moquette. Je crois que c'est un lino et donc il fait ses travaux et il découvre cette lettre qui est adressée à l'ancienne propriétaire qui est malheureusement décédée, et c'est une lettre d'amour d'un monsieur qui déclare son amour à cette dame et qui lui dit qu'il va aller dans le sud de la France à Marseille et qui lui demande de la rejoindre dès qu'elle peut. Et en fait, donc Achille décide de prendre cette lettre et de la ramener à Marseille à l'expéditeur, parce qu'il y a le nom de l'expéditeur, je m'en rappelle plus. Et donc il prend son scooter, sa Vespa, et il traverse la France de Paris à Marseille. Il prend son temps parce qu'en scooter 50 cm3 ça met du temps, et il traverse des paysages, il fait des, de regarder, ouais. il fait des rencontres et donc pendant ce voyage là Mike, oui. Est-ce que tu peux montrer à la caméra la bande dessinée parce que je la vois pas? Ouais, pas de problème, attends. Voilà, tiens. Et donc, elle est pas mal, hein. Et donc du coup oui, c'est un voyage qui lui permet de se faire, de replonger dans ses souvenirs et de refaire, d'analyser sa rupture amoureuse. Donc voilà, il arrive à Marseille, il redonne cette lettre à quelqu'un qui est un inconnu, mais au final, peut-être pas. Et donc voilà, c'est une belle histoire. Ça s'appelle Prends soin de toi de Grégory Mardon, et les éditions, je ne sais plus. Je vais regarder parce que je l'ai entre les mains. Les éditions, je ne sais pas. Il n'y a pas écrit. Je ne sais pas. Bon, bref, voilà, il s'appelle Prends soin de toi, roman graphique de Grégory Mardon. À toi, Mathieu. Alors, mon choix, en fait, mon coup de cœur, c'est un film qui s'appelle Les Garçons Sauvages. Donc je vous le disais, ça fait partie également des films qu'on a. Là pour le coup, c'est un film qui est sorti assez récemment, et mais je voulais parler que de films qui marquent un petit peu la rétine. Et celui-ci en fait partie. C'est un film français, c'est un film fantastique français réalisé par Bertrand Mandico. Et donc je sais pas si j'ai dit, il est sorti en 2017. C'est une adaptation, une énième itération du roman de William S. Burroughs, Les Garçons Sauvages, Un livre des morts. Je vais pas vous faire parce que je déteste faire ça, mais il faut imaginer que c'est des jeunes hommes qu'on imagine de bonne famille, qui ont une certaine éducation, qui sont plutôt bourgeois, et qui se retrouvent prisonniers sur une île mystérieuse parce qu'ils ont violé et tué une prof. Et du coup, sur cette île-là, progressivement, ils vont se transformer en femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, le parti pris du film, c'est que les interprètes sont des femmes. Et le film, visuellement, c'est une claque. Alors, très honnêtement, c'est pas un film fait pour tout le monde. Quand je dis ça, il n'y a pas d'élitisme à deux balles ou quoi que ce soit. C'est compliqué d'appréhender ce film si vous préparez pas un petit peu à une espèce d'expérience visuelle. Si vous aimez le David Lynch des débuts, RSRL, ce genre de choses, ou tout ce qui est un petit peu fantasmagorique, vous allez prendre une claque parce que visuellement c'est exceptionnel. Mais beaucoup peuvent être un petit peu hermétiques à ce cinéma-là. Moi, j'ai trouvé ça incroyablement beau. Je sais pas, chaque plan, en fait, j'avais envie de le prendre en photo tellement c'est magnifique. Et les comédiennes sont exceptionnelles.
c'est incroyable. Et si j'en parle, c'est parce que vous pouvez le voir actuellement gratuitement jusqu'au mois de juillet, je sais plus quelle date, sur Arte Replay. Donc la chaîne Arte le propose. Donc, si vous aimez les expériences cinématographiques, si vous aimez des univers fantasmagoriques, si vous aimez des plans incroyables, si vous aimez quelque chose de beau et de fantastique dans le cinéma, regardez Les Garçons Sauvages sur Arte. Merci Mathieu. Okay. C'est cool. On a pris note avec notre stylo des années 90. Sympa. Ouais, j'adore ce stylo. Ah, il est top, hein. Je suis arrivé, je l'ai vu sur la table. Pour vous le décrire, on l'a tous eu entre les mains, ceux qui sont de notre génération, si sérieux. C'est clair. Si t'es né dans les années 80, t'as eu ce stylo. Alors c'est pas un Bic, hein, je sais pas quelle marque. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est celui qui a le corps blanc. Il a juste la tête bleue. La tête, bleu transparente, un peu comme ça, un bleu magnifique. Et il écrit. Moi, j'écris superbement bien avec celui-là. Moi, je suis pas un fan d'écriture parce que je me fatigue vite à écrire. Je me crispe. Bon, bref. Et c'est du stylo. Ouais, c'est ce stylo qui me va le mieux. Donc que j'utilise. Ah, c'est intéressant. Et donc j'ai juste une question. Oui. On est toujours en train d'enregistrer là. Oui. Bien sûr. Non, mais bref. Donc on va passer. Papa n'est pas à la maison, donc les enfants font un peu ce qu'ils veulent. C'est pas là, Mathieu. On fait ce qu'on veut. C'est notre podcast. Mike, oui. Je sais pas si tu voulais en parler, je veux juste très rapidement finir là-dessus. On s'excuse un petit peu et on s'en désole même que pour un film comme Mademoiselle, on n'ait pas eu de point de vue féminin. Oui, c'est vrai. On a extrêmement intéressant, mais nos deux amis du podcast, malheureusement, n'étaient pas disponibles pour l'enregistrement, donc c'est bien dommage. Mais pour un film comme Mademoiselle, ça aurait été vraiment, hyper intéressant d'avoir leur point de vue. Ouais. Tant pis pour elle. Mais il n'empêche que notre avis à nous de mâle alpha est tout aussi intéressant. Exactement. On va passer au coup de cœur de Seb, il en a. Alors oui, moi je voulais vous parler d'un mouvement de musique classique que m'a inspiré le film Mademoiselle. Je n'ai vu que les 30 premières minutes du film, mais les tableaux visuels que j'ai vus, ça m'a rappelé un mouvement de musique classique qui est sorti en 1920 qui s'appelle The Lark Ascending, ça veut dire l'envol de l'alouette. Alors je sais pas si tu connais Mathieu, ça te dit peut-être quelque chose. C'était une œuvre qui était très populaire notamment au milieu du XXe siècle en Grande-Bretagne, et c'est composé par Ralph Vaughan Williams. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ça me dit absolument rien. Ah, va falloir l'écouter. Tu vas nous le mettre dans le podcast, tu vas nous l'intégrer. Oui, on va le mettre dans les publications en lien. Ouais, peut-être. Voilà, je pense. C'est ça. Ok, voilà, ça marche. parce que c'est un mouvement en mi mineur, donc oui. ce qui nous fait rappeler le fameux mi mineur. Mais oui, mais ça donne une inspiration, un côté un peu asiatique qu'on retrouve maintenant dans les musiques de films. Quand on veut nous parler de l'Asie, on joue souvent sur les touches noires. Sur les touches noires, d'ailleurs. Si vous voulez un petit truc rigolo, si vous avez un piano chez vous, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche noire, uniquement les touches noires dans n'importe quel ordre, et vous aurez. Ça fait de la musique. Ça fera de la musique asiatique. Oui, à nos oreilles, ça semble asiatique, hein, c'est une insulte pour l'Asie, mais pour nous, on dirait tiens, c'est un peu de la musique asiatique. Oui, c'est la gamme pentatonique mineure qui est en noir, donc voilà, c'est les 5 notes pentatoniques, 5. Quand on appuie n'importe comment là-dessus, même par 2. On a l'impression de jouer de la musique asiatique. Et donc, comme là c'est en mi mineur, ça m'a rappelé cette œuvre en fait qu'on décrit l'envol de l'alouette, parce que l'alouette, pour séduire, surtout le mâle, en fait, il s'envole pas très haut et il se laisse tournoyer dans le ciel en redescendant. Et quand on écoute cette musique, on comprend en fait pendant ces 14 minutes qu'on le voit voler. On ferme les yeux. Enfin, moi, c'est un de mes morceaux de musique classique préférés. C'est-à-dire, je ferme les yeux pendant 15 minutes et j'ai l'impression d'être une alouette qui vole dans le ciel, en train de draguer ma femme en bas. Voilà. Donc ça mélange la beauté, le bonheur, la mélancolie aussi, et moi voilà, c'était mon coup de cœur. Vous pouvez l'écouter, The Lark Ascending de Ralph Vaughan Williams. Merci Seb pour ce coup de cœur pour ton. Oui, dis-moi. Oui. Non, j'ai pas entendu. C'est qui le compositeur, t'as dit? Ralph Vaughan Williams. D'accord. Ok. Voilà. J'ai regardé ça. Écoute, c'est super intéressant. Cool. Merci. Voilà, merci Seb du coup, merci Mathieu, merci Julien, merci à vous les auditeurs de nous avoir suivis. On vous rappelle que vous êtes
vous avez la possibilité de nous retrouver sur les plateformes d'écoute, toutes celles qui existent. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict et d'autres, et les réseaux TuneIn, sociaux. les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Instagram, etc. Nos épisodes, sortent tous les lundis à 18h. Je vous invite à vous abonner aux épisodes pour être notifié de chaque sortie d'épisode. En attendant de vous retrouver, on vous souhaite une belle semaine et prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. Salut.